Bienvenue à la ferme laitière La Sahélienne pour ce nouveau numéro de Voir c'est croire, le magazine qui vous fait découvrir l'agriculture africaine autrement à travers les innovations et les succès de jeunes entrepreneurs agricoles du continent. Nous commencerons notre voyage entrepreneurial au Burkina Faso où Alphonse Ossier Palme, passionné depuis l'enfance par l'élevage de porcs conduit par ses parents, s'est lancé dans l'activité à la sortie de l'université en introduisant la race large white, une innovation qui aujourd'hui porte ses fruits. Ensuite, nous nous rendrons au Mali à la rencontre de Sanoussi Babouya Silla qui, après avoir vécu 20 ans en Indonésie, en Angola et aux États-Unis, est retourné dans son pays où il investit dans une ferme laitière avec une centaine de vaches qui produisent en moyenne 300 litres de lait par jour. Nous terminerons au Burkina Faso avec Amadou Bongongu, agent d'une compagnie aérienne qui mène parallèlement et avec succès une activité d'embauche bovine et ovine dans la périphérie de Ouagadougou. Et nous avons le plaisir de recevoir comme invité dans ce numéro M. Soumanogo Koutou, ministre des Ressources animales et halieutiques du Burkina Faso. C'est parti, direction Dolo, village situé à 300 km de Ouagadougou, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Fraîchement sorti de l'université, Alphonse Ossier Palme s'est lancé en 2014 dans l'embauche porcine de la race large white, avec une centaine de têtes. Aujourd'hui, il a atteint son seuil de rentabilité et poursuit l'investissement pour réaliser son rêve, devenir un jour l'un des plus grands éleveurs de porcs du pays. L'histoire avec les porcs, il faut dire que je suis né, c'est une activité qui s'est menée dans la famille, mais il s'agissait du porc de race traditionnelle et élevé de façon extensive. Ce que moi j'ai apporté, c'est d'abord les bâtiments pour rendre l'élevage de façon intensive et ensuite les porcs de race, notamment la race large white. Quand je faisais la 5e, il y a le projet HUDEC qui a donné des porcs à l'école A. Ça m'a permis de savoir qu'il y avait des porcs de race qui pouvaient atteindre ce niveau. Et je m'étais promis d'élever ce type de porc quand il serait grand. Quand j'ai fini la maîtrise, j'ai commencé à rechercher des fonds pour pouvoir réaliser ce projet qui me tenait à cœur. C'est ainsi qu'en 2013, en septembre 2013, le gouvernement a lancé le programme spécial de création d'emplois. Et j'ai postulé, j'ai déposé mon dossier au niveau du Fonds burkinabé de développement économique et social et le prêt a été accordé. C'est ainsi que j'ai pu lancer mon projet. Il y a deux principaux bâtiments, donc deux porcheries. Le premier bâtiment est subdivisé en 7 loges. Voilà. Et les 7 loges, c'est pour l'embauche. Et il y a un deuxième bâtiment qui est subdivisé en 6 loges. Ces 6 loges, c'est pour la reproduction. En moyenne, on compte une centaine de porcs. C'est vrai que certains trouvent que les porcs sont sales, même si pour moi qui fait l'élevage, je trouve que le porc n'est pas sale. Il suffit de lui mettre de lui donner un cadre adapté. Vous allez vous rendre compte que le porc fait ses besoins à part et là où il se couche, c'est à part. Donc, autrement dit, le porc n'est pas aussi sale comme on le pense. Côté marché, vraiment, il n'y a rien à dire. Les clients ne font que demander. Autrement, dès qu'il y a les porcs, les clients sont toujours disponibles pour venir prendre. Quand j'ai débuté, la première vague, c'est à Ouaga, je suis allé les vendre. Même actuellement, bon, en fait, j'avais sous-estimé le marché local. Mais actuellement, je n'ai pas besoin d'aller amener les porcs à Ouaga pour les vendre. Ici, les clients quittent Bobo, certains dans les localités environnantes, notamment Djibougou, pour venir acheter. Bara foi kun tele fe ne ka damna ni farafin leedu nuye bon ale ne tuma fi ka ya école sarana bon ale fana na ke mo ye ka ye peut-être akan ile parce que ni ale tunte a école tunna ta nya fe
voilà ale lo fana aka mbila wo barana nota make comme si salon ka damna lelo ka ya école sera ana fa kon man dem na sukuna wo yena fay ni ga yi ka iba fe ka fensa o wi tara da trosura te ni war bi blo ni tara trosura ka fila sanga na falo no te ni tara ni war ti fe ti se ka ta da trosura aha wo fana yena fa dole même ni nga balote mi se ka dum san même ni école dembe. Comme toute activité, le début n'est pas facile. Dans la phase du décaissement, tout n'a pas, le décaissement de mon prêt, ça n'a pas été, ça n'a pas suivi comme il s'y devait, parce que j'ai reçu la première tranche qui devait me permettre de construire les bâtiments. Comme le décaissement, le deuxième décaissement a tardé à se mettre en place, j'élevais les ports, j'avais une 60aine de têtes, donc je les élevais avec les moyens du bord, ce qui a occasionné une forte mortalité au début. Mais actuellement, ça va. Également, une des difficultés, voilà, il faut le noter, je trouve assez majeur, c'est arriver à accepter aux parents qu'il faut changer la nourriture, par exemple, qu'on donne aux porcs. Sur la formule complète, pour donner aux porcs, il faut du maïs, il faut d'autres aliments. Il trouve que bon, du maïs que l'homme doit manger, c'est ça, moi je vais donner aux porcs. Donc c'était un peu difficile à les faire accepter cela. Mais avec le temps, bon, ils ont bien compris que le porc également a droit au maïs. Voilà, quand on veut que l'activité soit rentable. Grâce à ce projet, la famille arrive à s'en sortir et on arrive à couvrir aussi certains besoins. Ça n'allait pas être facile, rien qu'avec le salaire, ça n'allait pas être facile. Ça me plairait bien d'aller m'installer au village avec lui. Voilà, mais pas dans l'immédiat. Il faut que je termine mes études et puis j'ai mes projets à moi aussi. J'aimerais réaliser. Avoir un diplôme dans le système éducatif et vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord être scolairement fort. Voilà, parce que de part et d'autre, on va essayer de vous décourager en vous faisant savoir qu'une telle activité, ce n'est pas simple. Mais à force de persévérer, vous finissez toujours par atteindre vos objectifs et vous devenez un exemple. Il s'agit pour moi d'arriver à faire l'agriculture de façon permanente. Et cela, il faut un fourrage. Il faut un fourrage. Donc si j'ai le fourrage, ça me permet de ne pas être dépendant de la saison pluvieuse et donc de pouvoir cultiver à tout moment. Parce que le fumier il est disponible à tout moment, donc il manque l'eau. Maintenant je viens d'associer à cette activité d'élevage de porc les lapins. Là je viens de commencer, j'espère que cette activité également va prendre comme l'embouche porcine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, selon vous, comment peut-on davantage valoriser les initiatives innovantes des jeunes dans le secteur de l'élevage? Nous avons vu un intellectuel qui a quitté hors du commun et qui s'est engagé dans l'élevage et qui a percé, qui a réussi pratiquement et qui, en plus, a des rêves. Je pense que c'est un rêve que nous tous nous avons, surtout en tant que ministre des Ressources animales et halieutiques. Et en tant que producteur, je sais qu'il y a ce rêve qui va au-delà. Qui consiste à faire de ce secteur le premier vecteur de développement socio-économique de notre pays. Et c'est ce que nous comptons. C'est pour ça que je dis que nous avons vu les innovations telles que c'est parti. Et nous savons que nous vivons des réalités, des problèmes que peut-être nous allons évoquer tantôt, mais que nous allons juguler à travers un certain accompagnement à ces jeunes-là, à ces producteurs très jeunes, à ces productrices jeunes, afin qu'effectivement nous puissions réaliser notre rêve commun qui n'est pas impossible. Le Burkina Faso compte plus de 8 millions de têtes de bovins, dépense également plusieurs milliards chaque année dans l'importation du lait. Qu'est-ce qui ne marche pas, Monsieur le ministre? Nous avons fait un constat depuis que nous sommes à ces commandes. Il y a qu'effectivement il y a une certaine faiblesse de la production et de la productivité de nos animaux dans le domaine du lait principalement. Il faut maintenant, comme nous l'avons inscrit dans notre programme présidentiel, il faut que nous puissions effectivement assurer une certaine augmentation et une intensification
de cette productivité, de cette production laitière. Et comment il faut procéder? Il faut d'abord que nous puissions résoudre les questions fondamentales qui sont d'abord l'alimentation. Il faut que nos animaux puissent être bien alimentés. Et dans ce cadre, nous avons en tout cas une certaine politique de valorisation des fourrages naturels. C'est-à-dire que le choix des fourrages, le stockage de ces fourrages et aussi faire la promotion de la culture fourragère. Ça, c'est absolument nécessaire que nous puissions inculquer dans l'esprit de nos producteurs cet esprit-là. Et maintenant viendra la suite qui est de mettre à disposition aux producteurs les SPAI et les sous-produits agro-industriels qui ne sont que des compléments alimentaires pour nos animaux. Donc ça, c'est du côté alimentation. L'autre question fondamentale que nous devons de résoudre, c'est la question de santé animale. Il faut que nous puissions avoir des animaux en bonne santé. Et un animal qui n'est pas en santé ne peut pas produire comme on le veut, ne peut même pas produire, à forte raison, produire assez nombreux. Donc nous avons déjà cette question. Nous avons l'autre question qui concerne la transformation. Et ça veut dire que nous devions pouvoir, en matière, dans la filière laitière, tout comme dans les autres filières, assurer une continuité sur toutes les chaînes, depuis la production jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation. Au Burkina Faso, nous avons des problèmes de transformation du lait, qui fait que jusqu'à présent, nous sommes toujours peut-être pour la plupart, encore dans l'archaïque, si je peux me permettre ce mot, si bien que nous n'arrivons pas à faire de la qualité, alors que le lait, vous savez que le lait il est essentiellement un produit de qualité. Donc ça fait que nous avons des difficultés de percer le marché, même national. Voilà. Donc il y a ce problème. Et ensuite, il y a bien sûr le problème foncier que nous connaissons tous. Il faut que nous puissions sécuriser, avoir une certaine sécurité foncière pour nos éleveurs parce que les vaches laitières doivent être conservées, doivent rester de façon que ce soit un élevage intensif. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un espace sécurisé pour qu'effectivement on puisse continuer. Et il y a aussi les problèmes de commercialisation, il y a le problème de performance de nos animaux. Ça aussi, je crois que mon département s'est évertu à travers un projet que nous avons lancé il y a bientôt 2 ans, qui est le PDL-ZRPO, le projet d'appui à l'élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou, où effectivement nous avons commencé à inséminer les vaches afin que nous puissions parvenir à des races performantes qui soient à mesure de nous procurer suffisamment de lait par jour. Après le Burkina Faso, direction le Mali. Retourner dans son pays après avoir passé plus de 20 ans à l'aventure n'est pas une mince affaire. Mais Sanoussi Babouya Silla, lui, a réussi son pari à travers l'installation d'une ferme laitière avec une centaine de vaches qui produisent en moyenne par jour 300 litres de lait. Nous sommes dans une ferme d'élevage, mais d'élevage en intensif. Nous avons reçu la mauvaise habitude de Peul de ne pas généralement dire le nombre total de nos cheptels, mais on navigue entre 100 vaches lactantes, c'est-à-dire quand on dit vaches, c'est-à-dire celles qui ont déjà mis bas. Le reste, il y a des génisses et des taurillons qu'on ne garde que l'espace. Normalement, au pic, on faisait 300 litres par jour. Nous sommes toujours dans la phase d'investissement. L'objectif est d'atteindre les 1000 litres jour pour un début et à partir des 1000 litres jour, visualiser déjà la transformation. Donc on est dans un schéma de métissage, d'insémination. Comme vous avez pu le voir, nous n'avons plus de taureaux dans notre ferme. Nous utilisons l'insémination artificielle et on essaie d'amener les techniques qu'on rencontre ailleurs. Le retour au Mali est très dur. Parce que les conditions, en fait, ne sont pas prévues pour un retour définitif au Mali. Je pense que ni la société, ni le gouvernement ne le préparent. Je vous dis, quand je venais, il y a une phrase qui me faisait mal. Tu es chez toi, on te demande quand est-ce que tu retournes dans ton pays. Tu as l'impression, quand tu es au Mali, quand les gens s'adressent à toi,
qu'eux-mêmes dans leur tête, ils ne se sont pas dit que tu es capable de revenir et de t'installer au Mali. Donc la toute première fois, c'était après la crise en Indonésie que je suis venu pour m'installer d'une manière... je pensais qu'on pouvait s'installer directement d'un coup au Mali. Et là, j'ai appris à mes dépens qu'un retour, ça se prépare. Parce que quand je suis venu, on pensait que ça avait bien marché en Indonésie, qu'on pouvait s'installer, faire du commerce comme tout le monde. On se rend compte que les codes de la société sont différents de là où on vient. Parce que là où on vient, c'est vraiment... c'est le travail, quoi. Tu n'as pas besoin d'être l'ami de quelqu'un, la connaissance de quelqu'un, le frère de quelqu'un. C'est vraiment ta valeur intrinsèque qui compte. Mais au Mali... en Afrique, disons, tout est conditionné au relationnel, à la famille. Donc la première fois, ça a été un échec. Et c'est après cet échec que j'ai pris un visa pour aller aux États-Unis. J'avais déjà une expérience d'homme d'affaires avant d'arriver aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est surtout le travail physique. Je ne me sentais pas trop dans mon monde, mais j'ai vu quelque chose qui pouvait m'aider dans un des pays que j'avais visité. J'ai vu un business qui aurait pu tourner là-bas et je montais une petite société avec un ami que je salue d'ailleurs, Koné, aux États-Unis. On a monté une affaire entre les États-Unis et l'Angola sur la friperie. Bon, on peut dire, alhamdoulilah, ça a assez marché pendant très longtemps. Et maintenant, la deuxième phase de retour, j'ai compris qu'il fallait que je vienne progressivement. C'est-à-dire, chaque année, je venais faire 3 mois. Après, dans une année, je venais faire 2 fois 3 mois. Finalement, je faisais 8 mois au Mali, 4 mois à l'extérieur. 10 mois au Mali, 2 mois à l'extérieur. Jusqu'à ce que je puisse enfin me dire que, écoute, c'est bon, essaye maintenant, franchement, de rester ici. Wow. Les difficultés, elles sont innombrables à tous les niveaux. D'abord, la main-d'œuvre. Nous n'avons pas de bergers formés et qui peuvent travailler sur le long terme. D'où vous voyez la mécanisation. Parce qu'on se dit que finalement, il va falloir faire comme les autres, c'est-à-dire utiliser les machines. Il y a, on peut dire aussi, les feux de brousse. On pensait qu'on aurait eu l'avantage d'avoir de la paille à gogo en brousse, mais malheureusement, il y a la période où tout le monde s'amuse à mettre le feu en brousse. Et au-delà de tout ça, on a vu que l'industrie laitière n'est pas vraiment aidée. Le Mali met pour 20 milliards de subventions dans les produits laitiers et on n'en met pas 10% de ce montant pour aider les éleveurs à produire le lait et les sous-produits du lait. Donc, comme éleveur, je suis obligé de faire le lait, de transporter le lait et de vendre le lait. J'aurais bien voulu me limiter à la production de lait. La réponse des jeunes, souvent quand on entend les gens, ils vont dire oui, mais sans argent, on ne peut rien commencer. Moi, je dirais d'abord, sans volonté, on ne peut rien commencer. Avec une vache et son veau, on peut commencer dans son village. Il n'est pas dit qu'il faut obligatoirement commencer à Bamako. Et qu'à un moment donné, pour vraiment réussir, il va falloir changer de milieu et aller vers le milieu où l'agriculture, comment dire, l'entrepreneuriat rural peut commencer. Aujourd'hui où on commence vraiment, la consommation commence à monter, il y a des petites choses qu'on peut faire dans un village à côté et venir le vendre à Bamako. Mais bien sûr, il va falloir arrêter de boire le thé à 11h midi à Bamako, il va falloir aller s'occuper de cet animal, aller faire du maraîchage, aller faire quelque chose pour pouvoir venir le revendre à Bamako. Donc aux jeunes, moi je leur dis simplement, ça ne va pas tomber du ciel. C'est-à-dire, aujourd'hui il n'y a plus de cadeaux, il faut travailler. Et il ne faut pas s'attendre, c'est-à-dire à ce que quelqu'un va le faire pour vous, quelqu'un va obligatoirement vous donner quelque chose. Oui, présenté comme ça, on a envie de vous demander quelles sont les actions concrètes de votre département ministériel qui aujourd'hui peuvent nous montrer que nous sommes sur la bonne voie quant à la réalisation de ce rêve-là.
Les actions concrètes, si je prends domaine par domaine que je viens de citer comme question que nous devons résoudre, au niveau de l'alimentation, c'est vrai que l'État consent à acquérir des SPAI chaque année que nous mettons à disposition des producteurs à prix subventionné, de 20%, notamment les jeunes et les femmes. Cette année encore, nous avons pu commander plus de 10 000 tonnes seulement au niveau du ministère, sans compter ce que nos partenaires aussi ont pu acquérir, afin que nous puissions mettre tout cela à disposition à prix subventionné. Nous avons également, nous sommes dit, il n'y a pas que fournir l'aliment, il faut produire l'aliment. Donc nous avons aussi commandé des équipements de production à moindre échelle que nous avons mis à disposition des régions, 6 régions en partant, plus une région assez capitale, le Sahel, qui nous avons aussi en tout cas promis l'installation, et nous avons lancé le marché d'une unité de fabrique d'aliments bétail afin qu'on puisse couvrir la bande sahélienne en termes d'aliments. Ça, c'est l'alimentation, ce que nous faisons concrètement sans compter les broyeurs et les motoculteurs que nous commandons et que nous rétrocédons aux producteurs à prix subventionné toujours, afin qu'ils puissent, comme je l'ai dit tantôt, améliorer la production fourragère et aussi se lancer dans la récolte et la conservation du fourrage naturel. Parce que vraiment, sans alimentation, nous ne pourrons pas développer notre secteur. En plus, nous avons lancé cette année une vaste campagne de forage que nous avons, en tout cas nous sommes en train de suivre. D'ici là, nous allons encore continuer pour effectivement me rassurer et m'assurer que le travail continue très bien comme nous l'avons entendu, parce que nous avons lancé ce programme de réalisation d'infrastructures hydrauliques, les forages, les boulis, les mares, etc., qui sont en chemin actuellement pour qu'effectivement nos animaux puissent vivre, puissent avoir suffisamment d'eau. Nous avons également, en termes de santé animale, nous lançons chaque année la campagne de vaccination contre certaines maladies qui reviennent, des maladies récurrentes, afin de permettre que ces animaux soient effectivement en bonne santé. Et nous avons pu, à travers nos projets cette année, en tout cas nous avons eu le financement à hauteur de près de 2 milliards pour la mise en place de ce que nous appelons la CAMVET. Ça veut dire que la CAMER des animaux, c'est la centrale d'achat des médicaments vétérinaires, pour que, afin que nous puissions disposer de ces produits à temps. Dès qu'il y a quand même une situation assez grave, que nous puissions effectivement parer à cette situation-là côté sanitaire. Retour au Burkina Faso pour retrouver Amadou Bonkungu qui, profitant d'un long congé en 2011, s'est lancé dans l'embouche bovine et ovine. Malgré son manque d'expérience qui lui a fait perdre plusieurs animaux, Amadou n'a pas abandonné. Aujourd'hui, il maîtrise mieux l'activité et parvient à rentabiliser ses investissements. En 2011, j'avais cumulé des congés. Donc j'avais au moins 4 mois de congés et on m'a infligé 110 jours de congés. J'ai dit, bon, les 110 jours, c'est énorme. Je vais faire quoi pendant ces 110 jours? J'ai dit, bon, je vais se coïncider, c'était dans le mois de juillet, ça coïncidait avec un prêt scolaire. J'ai pris mon prêt scolaire de 600 000 et j'ai commencé à m'installer dans l'activité. C'était sur moi-même, là où je vivais, dans ma parcelle. J'avais 351 mètres carrés que j'ai commencé à faire les petits ruminants. J'ai un ami, un promotionnaire qui était à Goromgorm. Donc c'est lui qui m'acheminait les moutons. Je pouvais dire que j'étais néophyte en ce temps. Le taux de mortalité était vraiment élevé. Puisque j'ai pratiqué ça comme ça, c'est juste pour passer mon temps, parce que les 110 jours c'est un peu trop. J'ai dit, bon, je vais essayer de voir d'ici les fêtes si je ne veux pas rentabiliser mon prêt. Bon, je suis parti de là. Actuellement, moi j'ai au moins 3 ou 4 races comme ça. On a les Boudali, on a ça, lui là c'est une race française, la Mombela. Et il y a les races soudanaises, ça c'est les Ébipel. Lui, il est métissé, mais celui-là, ça, c'est un Bolodji. C'est le Boloro, ça vient du Niger. J'ai un ami qui part au Niger, celui qui m'a amené ça, des Maradi.
Il y a Azawak, lui c'est un Azawak, le petit là. Depuis que j'étais enfant, mon papa faisait l'élevage. On avait des moutons, des chevaux, des taureaux. Bon, j'ai pris goût depuis que j'étais petit. La formation compte beaucoup sur l'élevage. Je n'ai pas de formation, mais moi, c'est à travers le net que je lis. J'ai des relus que je fais, je tire sur le net, je vais comment faire l'embouche intensive, comment faire le croisement des races. Je ne peux pas dire le contraire, puisque ça, si je dis que ça ne rapporte pas, je suis en train de mentir. Parce que chaque année, je fais l'embouche en 2 phases. Présentement, je suis sur la phase des bovins. Et dès que je fais sortir mes bovins, c'est les ovins, je commence pour la fête de Tabaski. Bon, je peux dire que c'est rentable. Ça demande aussi de l'investissement. Les périodes de vente pour les petits ruminants, ça c'est une période où au moins tu peux vendre à ta guise. Mais les bœufs, il n'y a pas de période. Pour les bœufs, nous avons les bouchers, ceux qui livrent les supermarchés. Bon, j'ai un de mes clients qui est vers Sankaré. Dès que je suis prêt pour faire sortir, je fais l'appel et puis on marchande quoi. Mais pour les petits ruminants, c'est lors des fêtes que j'amène ça au marché. Moi-même, j'amène ça au marché des bétails de Tanguin. Je suis là avec mes petits et puis on fait le marché. Au moins, si tu arrives à doubler le prix d'achat à la vente, à 100%, tu ne perds pas, tel que soit. Puisqu'il y a les soins vétérinaires qui rentrent dedans, les trucs sanitaires, il faut évacuer tout le moment. Mon rôle, c'est de conseiller et de traiter, quoi. Voilà, les traitements vont au moins des vaccins, au déparasitage et à l'admission au moins des vitamines. Comme souvent, il fait au moins l'embouche ovine et bovine. Voilà, souvent aussi, on apporte aussi des vitamines au moins et conseiller aussi comme l'alimentation, quoi. En 2011-2012, il y a eu trop de mortalité. Même souvent, je ne suis pas là, mon petit m'appelle que tel mouton est mort, tel est mort. Je suis découragé, mais actuellement, je maîtrise maintenant. Surtout, il faut faire les soins. Comme je n'avais pas la notion, c'est surtout ça. Si tu as le courage, il n'y a pas de problème. Parce qu'à tout moment, il faut faire sortir. Tu peux passer toute une journée, tu ne vas pas dépasser 1 euro pour toi-même, mais pour les animaux, ce n'est pas possible. C'est obligatoire. Minimum, par exemple, le nombre de têtes que j'ai, le minimum, c'est 5 000 francs par jour. Un seul métier, ça ne peut pas résoudre le problème, surtout avec le niveau de vie qui grimpe sans aller. C'est pas facile. Et nous avons des airs extra à l'aéroport, mais en fonction de ces airs. Par exemple, aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Et je passe tout mon temps, tous les matins, je viens ici. Les jours que par exemple, je prends demain samedi, je monte à 5 h du matin. Et à ma descente, chaque jour, je planifie ça de ma manière pour pouvoir suivre sinon c'est pas bon. S'il n'y a pas de suivi, ça sera un peu compliqué. Aujourd'hui, je ne suis pas riche, mais si j'ai des petits problèmes, je viens dans ma ferme ici, je peux me taper 300 000 francs en une journée. Même si ce n'est pas rentable, je peux résoudre ce problème. Quel que soit des problèmes de santé ou bien familial. Tu attrapes une tête, tu pars au marché, au moins tu as une liquidité. Ce n'est pas une banque, mais c'est une banque, mais ça, bon, ça avoisine. Je sais qu'au cours de l'année, je gagne de l'argent. Le primordial dans l'élevage, il faut avoir la passion, l'amour. Il faut aimer l'activité. Si tu n'aimes pas, même si tu as les moyens, tu ne peux pas réussir dans l'élevage.
Par exemple, moi, il y a des moments où je viens ici à 22h pour voir, je demande est-ce que vous avez donné à boire, est-ce que vous avez donné à manger. Je viens pour constater réellement, est-ce que réellement ils ont mangé. Il ne faut pas avoir un animal il est moins cher et puis il l'achète. Ça en fonction, il y a des races qui grandissent vite. Il y a des races aussi, ils mettent plus de temps. Il y a d'autres aussi, ils n'ont pas, pour la boucherie, les gens n'aiment pas. Donc tout ça, c'est des paramètres et chaque année, tu essaies de comprendre. Par exemple, le fourrage aussi, il faut faire le stock. Il faut vivre avant de savoir exactement ça là, c'est quoi. Qu'est-ce que tu devais faire? Je ne devais pas faire ça. Quand l'éleveur, tu veux faire vraiment un élevage professionnel, c'est mieux d'avoir ton terrain, quoi. Hors même de la vie, parce que souvent, vous voyez, avec au moins les services d'hygiène, c'est toujours compliqué. Vous voyez le fumier qui est dehors, ça, on pouvait prendre ça et puis en mettre dans les champs, cultiver du fourrage pour les animaux. Ça va vraiment l'aider beaucoup à ne pas trop miser sur le fourrage. Ce qui me rend le plus fier, c'est quand je viens trouver qu'ils sont en forme. Quand je vois le résultat est positif, dès que je les donne à manger, je viens trouver qu'ils sont en forme, ils sont dociles, je les caresse, c'est très intéressant. Franchement, je suis content. Mais cette année, en tout cas, je vois que c'est positif par rapport à l'année passée. J'ai pu corriger mes erreurs de l'année passée. Ils n'étaient pas vraiment en forme. Et au bout de 3 mois, j'ai vu les résultats étaient nets. Ils sont tous en forme. On va revenir sur le parcours de ces jeunes entrepreneurs que vous avez suivis. Qu'est-ce que cela vous inspire? Quand je suivis, j'ai envie d'être jeune. J'ai envie de retourner à ma jeunesse parce que je pense que quand j'ai suivi ces éléments, j'ai l'impression que si j'étais encore jeune, j'aurais aussi pris mon diplôme et allé faire l'élevage. Parce que nous ne savions pas. Aujourd'hui, les jeunes sont une autre génération qui ont une autre vue de l'élevage, qui ont perçu que l'élevage c'est un business. Ce n'est pas un simple lobby où il faut aller se divertir. Et ça fait qu'ils ont beaucoup d'innovation. C'est ça qui m'a vraiment impressionné quand j'ai suivi. J'ai vu aussi que c'est des jeunes qui ont le courage, parce que comme je l'ai dit, faire l'élevage, il faut être courageux. Il faut être courageux, il faut travailler, il ne faut pas avoir peur du travail, il ne faut pas avoir des idées dépassées. Il faut avoir une vision totalement de ce qu'on cherche, ce qu'on veut. Et à ce moment, effectivement, on est pleinement en appoint pour effectivement s'épanouir dans cette activité-là. Et j'ai vu qu'effectivement, c'est les jeunes qui ont rêvé, qui sont parvenus à moitié de la réalisation de leurs rêves et qui continuent de rêver. Et je pense que dans l'élevage, le rêve est toujours possible à être réalisé. Et comment, selon vous, on peut réussir la mise à l'échelle de toutes ces innovations de ces jeunes entrepreneurs agricoles? La mise à l'échelle, je crois que nous l'avons entreprise, disons, à travers une organisation. Parce que tantôt, quand je parlais des difficultés que nous avons au niveau de l'élevage, il y a l'élément des insuffisances organisationnelles que je n'ai pas pu mentionner. C'est vrai que nous sommes un peu, pas tellement organisés. Et nous, en tout cas, battons pour que les acteurs puissent s'organiser de sorte à ce que personne ne soit laissé en rade campagne. Il faut qu'effectivement, de la production à la commercialisation, les acteurs puissent être soudés, que chacun ait son compte. C'est sur toute cette chaîne que nous pouvons effectivement valoriser l'échelle, parce que ça devient totalement une échelle où chacun s'appuie pour monter, chacun s'appuie sur le pour monter. Et à ce moment, effectivement, nous pouvons arriver à un stade où nous pouvons en tout cas nous satisfaire de ce que nous pouvons avoir au niveau de l'élevage. Et nous, au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers nos projets, nous avons mis en place un concept assez novateur qui est les alliances productives. Les alliances productives, ça veut dire que nous n'allons pas permettre de financer des initiatives isolées. Il faut qu'effectivement ce soit des initiatives qui se tiennent comme une chaîne. Ceux qui produisent savent qu'ils ont des intrants à prendre, donc on aura des producteurs d'intrants, plus des producteurs d'animaux, on aura des transformateurs qui vont prendre la production, et puis des commerçants qui vont essayer de prendre. Et le ministère vient pour former, encadrer toutes ces activités-là. Mais il faut qu'effectivement ce soit une échelle totalement assez huilée, de sorte à ce que toutes les chaînes, nous puissions les exploiter
pour améliorer la valeur ajoutée de l'élevage. Maintenant, pour terminer, à l'attention de ces jeunes burkinabés, mais également africains, quel est le message, une seule chose que vous pouvez leur dire quant à l'intérêt de l'élevage aujourd'hui? L'activité de l'élevage ne ment pas. Et comme je l'ai dit, c'est une activité très diminutrice de revenus. C'est une activité où on a plus de chances de succès, de réussite. Et comme j'ai toujours dit, il suffit d'avoir un peu de courage, accepter s'investir, et puis avoir de l'amour pour ce qu'on fait, et aussi de l'amour pour l'animal, pour les animaux, et c'est tout. Parce que moi, j'aime à le dire quand je fais des conférences, c'est une activité qu'on peut réaliser même quand il ne pleut pas. Même quand il ne pleut pas, on peut faire de l'élevage. En plus, l'élevage, il n'a pas de temps de péremption. Il n'y a pas un moment où on va dire que l'élevage a atteint son paroxysme et que c'est fini. On aura toujours besoin de produits d'élevage. Ça veut dire que l'activité d'élevage va toujours aller en augmentant, parce qu'il y a des opportunités, il y a beaucoup d'opportunités en élevage à saisir. Donc, c'est pour dire aux jeunes qu'il y a de l'emploi, il y a des affaires, il y a encore un rêve, un grand rêve en matière d'élevage. Donc, je pense que c'est ça que je pourrais dire aux jeunes, de ne pas avoir peur, il suffit d'avoir du courage. C'est dans tout métier, il faut avoir le courage de travailler, il faut avoir l'amour du travail. Et je pense qu'en élevage, l'une des choses dont ils peuvent être sûrs, c'est qu'ils ne pourront jamais échouer tant qu'il y a les conditions minimales pour qu'effectivement ils puissent. Et ce sont ces conditions que le gouvernement se doit de mettre en place. Comme je l'ai dit tantôt, mettre en place les infrastructures hydrauliques, mettre en place l'accompagnement en termes de finances, l'accès aux finances, l'accès aux intrants, l'accès à la formation. Il faut que le gouvernement puisse effectivement mettre ces conditions. Une fois que ces conditions sont là, il n'y a pas de problème pour les jeunes, pour qu'ils vraiment s'investissent dans l'élevage et ils réussiront. C'est sur ces mots que prend fin notre voyage entrepreneurial d'aujourd'hui. En attendant de vous retrouver pour un autre numéro de Voir c'est croire, je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook Agribusiness TV ou téléchargez gratuitement notre application mobile. Au revoir et à très bientôt.